Et si je vous disais que cette séquence-là... David? Ou encore celle-ci... était inspirée d'une histoire vraie. Vous ne me croirez sûrement pas, et c'est normal. Sauf que vous avez tort, c'est bien le cas. In the name of Jesus, Jesus repels you. Leave this child alone. Get up! My God, get up! Bienvenue les amis dans cet épisode 2 dans lequel on va traiter ensemble une affaire Warren. Toutes les sources que je m'apprête à vous réciter proviennent du site Mind Shadow. Je trouvais que sur ce site on retrouvait l'histoire, la version la plus complète, donc je me suis dit pourquoi pas vous la raconter avec ma propre manière de faire en illustrant tout ça pour que vous passiez un super moment. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir et ça me soutiendrait énormément. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler de quelque chose. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler de quelque chose d'assez... Je suis fou, je deviens fou. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler de quelque chose d'assez important aujourd'hui dans cette vidéo. C'est assez fou. Comment vous dire? C'est assez... Cette vidéo est sponsorisée par Filmora. Si tu es créateur de contenu ou que tu veux le devenir, écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Avec la version 13 de Filmora, tu vas pouvoir monter tout type de vidéos grâce à des nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Par exemple, si tu veux faire une vidéo de qualité thread horror comme Léo, tu peux utiliser l'outil générateur de musique AI afin de dynamiser beaucoup plus ta vidéo. Tu pourras donc créer instantanément de la musique sans redevance qui viendra compléter ton montage vidéo. Et si tu veux aller plus loin, tu peux utiliser Copilot IA qui va t'offrir des suggestions d'édition intelligente basées sur le contenu vidéo. Plutôt pratique pour un débutant. T'as compris, Filmora, c'est très facile à utiliser. L'interface est intuitive. En plus de ça, le logiciel propose des milliers d'effets, des filtres et de la musique libre de droit. Tu peux même compléter les effets, filtres et musique intégrés avec la banque Filmstock. Vous pouvez aussi retrouver leur chaîne YouTube, Filmora France, sur laquelle de nombreux tutos sont disponibles pour vous aider. Donc si toi aussi tu veux créer tes propres vidéos, télécharge la toute dernière version de Filmora avec mon lien en description. Merci à Filmora pour la confiance et on commence maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Je tiens à m'excuser d'avance si je prononce mal la plupart des noms dans cette vidéo et au pire des cas, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires. Arnie Cheyenne Johnson est un personnage qui va être assez important dans l'histoire. Au moment des faits, il a 18 ans et pensait épouser à cette époque-là de sa vie sa petite amie qui porte le nom de Debbie Glatzel. Le jeune couple avait certes, oui, l'envie d'unir leurs liens, mais aussi l'envie d'emménager ensemble. Alors pendant plusieurs semaines, ils vont effectuer des recherches pour obtenir une maison qu'ils vont très vite trouver. Elle était jaune, avec des volets verts olive, légèrement en retrait dans les bois, sur la vieille route d'Owlesville, près de Brookfield, dans le Connecticut. Cette maison contenait de grandes chambres, un grand salon, mais aussi à l'extérieur, un puits. Élément qui, vous le verrez, à un moment de l'histoire, aura son importance. 3 juillet 1980. Arnie et Debbie, les deux amoureux, vont aller ensemble nettoyer le vieux ranch qu'ils venaient, il y a quelques jours seulement, de louer. Les 3 petits frères et sœurs de Debbie, qui étaient âgés de 11 à 14 ans, vont décider de les suivre. Dans ce ranch, il y avait plusieurs pièces, notamment une grande chambre dans laquelle se trouvait un matelas rempli d'eau. Pendant un moment, les enfants vont s'amuser avec ce matelas qu'ils trouvent tous très étrange, ils vont rire, se jeter dessus, sauf l'un d'entre eux. Oui, il y a l'un des petits frères qui ne voulait pas. Celui-ci s'appelait David. Pour vous le décrire, c'était un garçon assez réservé, de 11 ans, aux cheveux en désordre, qui va refuser de suivre l'exemple
de ses frères et sœurs. Il ne va pas savoir expliquer pourquoi, mais ce matelas le mettait assez mal à l'aise. Les 3 petits frères de Debbie qui initialement avaient été convoqués par leur sœur pour nettoyer vont s'y remettre car leur pause divertissement va être fini. Mais à un moment, Debbie et Arnie ils vont voir David sortir de la maison un peu paniqué. Au début, ils pensaient qu'il sortait simplement car il en avait marre, car il s'ennuyait dans la maison et qu'il avait fini ses tâches ménagères, sauf que pas du tout. Sur son visage était installé un regard assez paniqué, comme s'il avait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Bon alors là, Arnie et Debbie vont lui poser la fameuse question de est-ce que tu as vu quelque chose? Et lui va se mettre en paniquant à tout leur expliquer. David va leur raconter qu'il aurait vu dans une pièce un vieil homme. Il avait remarqué que ce monsieur portait une chemise à carreaux, un jean, et s'était mis pour aucune raison à le pousser brusquement sur le matelas d'eau que David avait avant ça trouvé assez particulier. Avant de disparaître de la pièce, l'homme lui aurait dit cette phrase « Méfiez-vous ». Le couple va être étonné d'entendre l'histoire sortir de la bouche d'un petit garçon, mais ils vont finir très vite par oublier et se dire que peut-être il y a une chance que David ait halluciné. Il a dû peut-être se faire des films, comme le contexte dans lequel il était s'y prêtait parfaitement. Une fois le ménage terminé, tout le monde va retourner dans la maison familiale, à savoir celle de Judy et Carl Glatzel, les parents de la famille. Il faut savoir que Debbie et Arnie vivaient chez eux en attendant de s'installer dans leur propre maison. Le repas va être l'occasion pour David de raconter aussi à ses parents ce qu'il a vécu dans la maison au moment de laver les sols. Il va expliquer à ses parents que dans la maison il y a un vieil homme qui n'est pas du tout bienveillant et qu'il risque de s'en prendre à Arnie et Debbie s'ils en viennent réellement à emménager dans la maison. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ce discours ne va pas du tout alerter les parents de David ou même le couple qui allait emménager dans la maison. C'est pourquoi d'ailleurs ça ne les a pas du tout empêchés de s'y installer. David va être saoulé que personne de sa famille ne lui fasse confiance et ne le croit, alors il va se décider à aller dormir. Minuit. Quelques minutes étaient passées après l'heure de minuit quand David tout d'un coup va se réveiller en criant qu'il a vu une horrible bête dans sa chambre. À un autre moment même, il va se remettre à crier, cette fois-ci pour expliquer à ses parents que le vieil homme était venu le visiter une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, apparemment, son apparence avait l'air différente. Il ne l'avait pas reconnu. L'homme serait apparu devant David comme la description qu'il a expliquée à ses parents. Sous la forme d'un homme à la peau noire, comme si on l'avait brûlé. L'homme avait aussi de grands yeux noirs, un visage mince et bestial, des dents acérées, des oreilles pointues, et le détail qui a le plus fait froid dans le dos à David, c'est quand il a regardé les pieds de cet homme-là. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien pour la simple et bonne raison que celui-ci avait non pas des pieds d'être humain normaux, mais bien des pieds de cerf. Pour Judy, son fils ne mentait absolument pas sur ce qu'il venait de voir et sur ce qu'il lui racontait. Celle-ci va le croire instantanément. Pour la raison aussi que cette même nuit-là, elle avait entendu à son tour des bruits très étranges dans la maison, mais qu'ils vont finir par attribuer à des animaux qui rôdaient dans le grenier. Au cours des jours suivants, la situation va de plus en plus dégénérer. Ce qui va prouver ça, c'est que Judy, dans plusieurs interviews, elle va décrire ce passage-là de sa vie comme un enfer. Et vous allez comprendre pourquoi ce mot-là est utilisable pour la situation que je vais vous raconter. La nuit, il passait son temps à se tordre sur lui-même, dans son lit, il disait des obscénités, il pleurait continuellement, criait et se débattait pratiquement tout le temps. Comme vont l'observer plusieurs membres de la famille, des mains invisibles le tiraient, l'étranglaient, et ces moments-là étaient horribles car la famille ne pouvait rien faire et ne voyait juste que la scène, leur fils hurlait de douleur sous des coups de couteau que seul David pouvait voir. David va lancer plusieurs appels de détresse à sa famille, prétendant plusieurs fois que l'esprit maléfique de la maison parlait en latin et qu'il venait dans le seul but de prendre son âme. Plusieurs membres de sa famille vont l'entendre seul parfois parler et dire « Il vient pour moi, il vient pour moi, il vient pour moi ». Absolument rien, aucun médicament ne marchait pour calmer l'état dans lequel il était. Le démon qui habitait cette maison, personne de la famille ne l'avait vu, à part David. Il semblait que seul lui était connecté à ça et pouvait le voir. Plusieurs fois, dans des moments aléatoires de la journée, il se mettait à agresser sa mère. Il lui crachait dessus, la frappait et à une occasion même, il avait réussi à l'attaquer avec un couteau. La famille avait une réelle peur de se faire tuer par David pendant la nuit, alors la décision qu'ils ont décidé de prendre pour résoudre cette peur, c'est de dormir la journée, pour être en totale sécurité, car dans la plupart du temps, c'était à ce moment-là où le démon ne prenait pas possession de David.
Alors que son corps va être victime de plusieurs spasmes, qui duraient parfois même plus de 30 minutes, Judy va être désespérée de voir son fils comme ça, alors elle va décider de contacter l'église. Un prêtre de l'église de Saint-Joseph va répondre à l'appel. Il va donner à Judy des chandelles, de l'eau bénite, des bougies, mais rien de tout ça ne va être efficace au degré d'agressivité de David. Alors que tous les membres de la famille vont penser que David est possédé par une entité maléfique et qu'il faut à tout prix l'aider, le père et le grand frère de la famille ne vont pas du tout penser cela. Ils vont dire que leur famille était devenue complètement folle et que David, il n'avait pas du tout besoin d'un exorcisme, mais bien de soins psychiatres d'urgence. Mais ça n'a pas empêché Judy à aller au bout de sa démarche et le prêtre est finalement venu quelques jours plus tard pour bénir la maison. Mais cette intervention malheureusement n'obtiendra aucun résultat convaincant. Absolument rien ne va se passer, David va continuer à être de plus en plus dans un état critique. Judy va se battre pour essayer de négocier avec le prêtre pour qu'il lui fasse un exorcisme, sauf que celui-ci va estimer la créature démoniaque, oui, mais va refuser. En raison de son mauvais état de santé, il va préférer ne pas le faire, mais va plutôt rediriger la famille vers l'équipe qui enquête sur des phénomènes très étranges que vous connaissez évidemment tous sûrement, les Warren, les célèbres enquêteurs du paranormal. L'information va très vite arriver aux oreilles de Ed et Lorraine Warren et très vite également, ils vont accepter d'aider David. À leur arrivée, la première personne qui va se présenter à eux, c'est le père, Carl, qui n'y croyait pas du tout à ces histoires-là et qui va d'ailleurs empêcher les Warren de rentrer dans sa propriété. Il va leur dire qu'ils perdent littéralement leur temps à venir ici car sa famille est devenue totalement folle et qu'il ne faut pas les écouter. Ed et Lorraine, très habitués à des personnes comme lui sceptiques, ne vont pas l'écouter et vont plutôt se tourner vers Judy, la maman, qui va elle d'ailleurs très bien les accueillir. Témoignage de Lorraine Warren. Il y avait une tension énorme dans cette maison qu'on aurait pu trancher au couteau. Alors que Ed interrogeait le garçon, j'ai vu une forme brumeuse noire près de lui, qui m'a indiqué que nous avions affaire à quelque chose de maléfique. Il se plaignait de mains invisibles qui l'étouffaient, et il avait des marques rouges sur lui. Il a aussi indiqué qu'il avait le sentiment d'être frappé. Elle va penser directement qu'il n'est pas possédé par un démon, mais bien plusieurs. Elle pouvait ressentir leur présence, et le fait que David l'aurait entendu si aisément dès le début des manifestations, c'est qu'il s'agissait, d'après Lorraine, d'une entité d'une très rare puissance. Au cours des semaines suivantes, ça va être la dégringolade d'événements flippants. David va se mettre à grogner, à siffler, à parler avec des voix graves et très étranges, et à même citer des passages de la Bible ou du poème Le Paradis perdu. Plusieurs fois, il va dire à tout le monde qu'il voyait des esprits, mais la plupart du temps, c'était des démons. Et le pire dans tout ça, c'est que les membres de la famille, vous le comprendrez très vite après, ils vont pas être épargnés par ces événements-là. Eux aussi vont vivre des choses assez dérangeantes. Un jour, le téléphone de la maison va se mettre à sonner. Comme à son habitude, Arnie va prendre le téléphone pour répondre. Il va décrocher, attendre, et après quelques secondes de silence, une personne au bout du fil va répondre « Méfiez-vous » et va finir par raccrocher. Debbie, elle aussi à son tour, va vivre un événement un petit peu flippant. Cet événement-là, il va se passer la nuit. Elle dormait tranquillement quand tout d'un coup, elle a vu une main verdâtre s'extirper du plancher afin de l'attaquer. Cette main se trouvait dans son lit et a très vite apparemment disparu. Elle n'a même pas eu le temps de crier que la main avait déjà disparu. À une autre occasion, elle avait même aperçu très clairement le visage de la bête que parlait David. L'homme qui était apparu devant elle avait des dents déchiquetées et des yeux noirs comme le charbon. Il avait aussi des cornes et des oreilles pointues. Au même moment, quand elle observait tout ça devant elle, des lumières s'étaient mises à clignoter sur le mur pour ensuite entendre sa mère et Arnie, son petit copain, l'appeler par son prénom. Ed et Lorraine Warren vont se mettre très fréquemment à visiter la maison pour un petit peu faire des updates et ils n'ont pas échappé à tous les événements paranormaux qui se passaient dans la maison. Comme vont nous l'expliquer les deux enquêteurs, des objets étaient par moments en lévitation, des meubles étaient projetés dans les airs, des livres changeaient mystérieusement de place sans que personne ne les touche, des moules à gâteaux se mettaient à s'envoler tout droit vers le plafond de la cuisine pour y laisser, comme l'avait observé la famille, des empreintes collantes. À une autre occasion, ils ont même pu observer un jouet de David, un dinosaure électrique, marcher tout seul sans qu'il n'y ait eu aucune action humaine de fait. Ce jouet aurait même parlé à un moment et aurait sorti « Attention, vous allez tous mourir ». Évidemment en anglais, là je vous le traduis en français. Finalement, l'église catholique va réaliser 3 exorcismes mineurs sur David. Pour le premier, 4 prêtres
vont être présents et la première chose qu'ils vont demander à David, c'est par combien de démons il était possédé. À cette question-là, David ne va pas répondre, mais c'est le démon qui va répondre à sa place en citant une 40aine de noms. Pendant le rituel fait sur ce pauvre enfant, plusieurs marques vont apparaître sur son corps et David va même se mettre à l'éviter. Les 43 démons vont se mettre d'accord pour arrêter de respirer, ce qui va faire extrêmement peur aux prêtres, à tel point qu'ils vont en venir à devoir faire une pause pour réanimer David qui avait perdu connaissance. Voici les seuls faits qui ont été rapportés sur cet exorcisme-là et sur ces plusieurs finalement. Les prêtres n'ont pas du tout voulu témoigner et vont être très rapidement transférés dans d'autres paroisses. Mais alors, est-ce que tout ça a fini par aider David ? Eh bien oui, il n'a pas été victime après ça d'autres possessions. Les plusieurs exorcismes qui avaient été faits sur lui vont être assez concluants, même si vous verrez par la suite que c'est pas tellement vrai ce que je viens de dire. Et vous risquez de très vite comprendre pourquoi je dis ça. On n'a pas beaucoup parlé de Arnie Johnson. Maintenant, on va s'y pencher très sérieusement. Pour vous expliquer un petit peu qui était réellement Arnie, c'était un garçon super poli. Il était bon vivant, il travaillait très dur à son travail, mais durant les séances d'exorcisme, il provoquait souvent le démon contre lequel les prêtres faisaient face. Considérant David comme son petit frère, il demandait au démon pendant les séances d'épargner David et de plutôt le prendre à lui. Il criait « Prenez-moi, prenez ma place ». Il n'aurait jamais dû faire ça. Même si son geste est héroïque, ces simples phrases ont causé des représailles que personne n'aurait pu imaginer. Quelques jours plus tard, Arnie avait décidé d'aller faire les courses. Il roulait en direction du supermarché avec sa voiture quand celle-ci va commencer à devenir brusquement incontrôlable. Au fur et à mesure des mètres qu'il faisait avec la voiture commençait à prendre de plus en plus de vitesse et va se mettre tout d'un coup à changer de direction pour foncer dans un arbre. D'ailleurs, au même moment, Arnie va apercevoir quelque chose. Cette chose, il va nous la décrire comme ressemblante exactement au diable. Au moment, lui, où il voit ça, il était complètement sonné, mais il a quand même réussi à discerner que la créature était en train de grimper tout en haut de l'arbre afin de le regarder d'un air terrifiant. Quand lui, il va voir ça devant ses yeux, évidemment, le premier sentiment qu'il va ressentir, c'est de l'extrême peur. Il va donc naturellement vouloir sortir de la voiture, sauf que là, bémol, impossible d'ouvrir les portes de la voiture. Elle refusait de s'ouvrir. Ce qu'on aurait fait à sa place et ce que lui va faire, c'est attendre l'arrivée des secours. Sa voiture était extrêmement endommagée, logique comme il venait de se prendre un arbre, donc ça peut paraître logique, mais lui, heureusement, était indemne, il n'a rien eu. Aucune séquelle. Enfin du moins par quelques égratignures, il n'y avait rien de très grave. Quelques jours vont se passer avant que David, il parle à nouveau du diable à Arnie. À vue d'œil, celui-ci n'était pas encore soigné à 100% des démons qu'il avait possédés. David va lui raconter qu'il avait été attiré par le puits de la maison, alors il s'y est rendu, et c'est là où il aurait vu apparemment, comme il a décrit à Arnie, la fameuse bête. Le diable. Arnie, lui, ça va lui faire péter un câble, il en peut plus de cette entité qui vit dans cette maison, alors il va décider de la confronter. Il va être soutenu par un exorciste, tandis que Ed et Lorraine Warren vont empêcher Arnie de faire quoi que ce soit. Mais évidemment, il ne va en faire qu'à sa tête, il va refuser, envoyer chier Ed et Lorraine pour aller quand même le confronter et voir dans ce fameux puits qu'est-ce qu'il y a vraiment. Et ce qu'il y a vraiment, eh bien on le saura jamais, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas du tout ce qui est arrivé à Arnie. Depuis qu'il est allé voir dans ce puits, son comportement avait l'air d'avoir radicalement changé, comme si un autre Arnie l'avait remplacé. Vous allez comprendre. Mais avant ça, faisons un retour sur le petit David. Lui, qu'est-ce qu'il devient ? Eh bien, au cours de la même période, il faut savoir que Judy et Carl, les parents de David, je le rappelle, ils vont consulter un psychiatre pour lui. Et depuis le mois de novembre de la même année, David, il a été placé dans une école privée pour les enfants perturbés à cause d'un petit problème d'apprentissage. Et son état apparemment continuait de s'aggraver. Et la situation quand même énervait de plus en plus Arnie et Debbie, donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de quitter la maison et de ne plus jamais en entendre parler. Et honnêtement, c'est ce qu'on aurait tous fait et c'est la bonne décision à prendre. Malheureusement non. Ça n'a fait qu'empirer les choses de faire ça. Debbie, il faut savoir qu'elle avait trouvé un travail dans une animalerie. Elle s'occupait des chiens, elle faisait toiletteuse au Brookfield Pet Motel. Et son employeur, c'était Alan Bono. Celui-ci avait mis un petit appartement à sa disposition pour elle et son copain, ce qui était vachement appréciable pour eux, qui n'avaient plus du tout de maison. Bref, ce Alan, c'est un bon de fou et vous le comprendrez beaucoup plus après. Mais en revanche, Arnie, avec Debbie, va être de plus en plus désagréable, voire violent. Et ça va beaucoup faire paniquer Debbie. Il se comportait tellement bizarrement qu'elle se demandait même si lui aussi à son tour n'était pas possédé par quelque chose. Elle explique que parfois il tombait dans des sortes de transes un petit peu étranges, il se mettait aussi à grogner et à affirmer voir une bête
plusieurs fois. Le pire, c'est qu'à la fin de ces crises-là, quand Debbie lui demandait qu'est-ce qu'il venait de faire, lui ne répondait que « Je sais pas, je me souviens plus de ce qui vient de se passer. » Et c'est l'élément qui terrifiait le plus Debbie, lui faisant penser de plus en plus que peut-être l'entité qui était partie du corps de son petit frère était peut-être maintenant dans le corps de Arnie. 16 février 1981. Arnie s'était mis à appeler le Tree Service Right pour signaler qu'il avait très mal à la gorge et qu'il ne reviendrait sûrement pas travailler. Il va donc rester chez lui pour se reposer, mais un événement va venir perturber son jour de repos. Ses petites sœurs, Wanda et Janice, et sa cousine Marie, vont lui demander s'il pouvait éventuellement les amener voir Debbie toiletter les chiens, action qu'il va accepter de faire sans montrer aucune émotion. À midi, Alan, le pote que je vous ai parlé tout à l'heure de Debbie qui lui avait offert un logement, va inviter Arnie, Debbie, les petites sœurs et la cousine de Arnie dans un petit centre commercial pour déjeuner. Les deux garçons vont boire du vin rouge en se racontant des vieilles blagues. Après que l'apéro soit terminé, tout le monde va décider de rentrer à l'appartement de Debbie pour y manger des pizzas. Alors là, tout le monde va être content, même Debbie va dire aux filles d'aller les chercher, mais il y a une personne qui va pas être contente. Cette personne-là, c'est Arnie. Il va tirer la gueule, il ne va pratiquement rien dire et même dans la voiture, il va monter le son à fond comme si les discussions qu'ils avaient entre eux pendant le trajet étaient chiantes et qu'il ne voulait pas les entendre. Il avait vraiment un comportement assez dérangeant qui ne ressemblait pas du tout à l'ancien Arnie que tout le monde avait connu. Puis, sans aucune raison, après que tout le monde soit sorti de la voiture, il va regarder pendant plusieurs minutes devant lui et subitement, il va prendre la décision de se diriger en marchant vers les bois. Alan va pas comprendre le comportement de son pote. Lui qui le connaissait pourtant assez bien, il va trouver lui aussi qu'il avait pas mal changé, comme l'avait décrit Debbie. Alors il va taper la paume de sa main, assez agacé, et va essayer de rattraper et de raisonner Arnie. Sauf que là, au niveau de sa poitrine, il va ressentir une atroce douleur. Mais brusquement, il va s'effondrer par terre. Évidemment, il avait une raison à cela. Alan venait de recevoir 4 coups de couteau à la poitrine et 1 dans le ventre. La plaie partait de son estomac et elle se finissait jusqu'à la base de son cœur. Près de son corps gisait l'arme qu'Arnie portait toujours sur lui. Un couteau avec une lame d'environ 13 cm. Quelques heures plus tard, tout le monde va apprendre la triste nouvelle, Alan est décédé de ses blessures. Arnie va être découvert à 3 km du lieu du crime par une voiture de police qui passait par là pour finir par être incarcéré au centre correctionnel de Bridgeport, avant d'être libéré sous caution pour la somme de 25 000 $. La nouvelle va très vite arriver aux oreilles de Ed et Lorraine, qui vont s'empresser d'ailleurs d'appeler la police pour les informer que le meurtre avait été fait non pas par Arnie, mais bien par la personne qui possédait Arnie au moment du meurtre. La réponse des policiers, ça a été évidemment un rire. Ils n'ont absolument pas cru les Warren. D'ailleurs, personne ne va croire ces deux charlatans, car oui, beaucoup de personnes ont remis en cause les Warren. Pour énormément de personnes, les Warren sont des menteurs, des manipulateurs. Ils prendraient énormément d'argent sur le dos des personnes qui seraient potentiellement possédées. Donc voilà, leur parole ne va pas du tout se faire entendre, mais comme ils étaient eux convaincus de ce qu'ils venaient de voir et de ce qu'ils avaient été témoins pendant plusieurs semaines à suivre la famille, dans plusieurs interviews ils vont raconter l'histoire de la famille qui va d'ailleurs devenir très vite célèbre. Plusieurs livres, films vont être faits. D'ailleurs, d'après David, la plupart étaient vraiment pas fous. En fait, il les trouvait vraiment horribles, car dans pratiquement tous, il mettait en avant le fait qu'il avait été violent avec sa mère, ce qui est vrai, mais comme il est persuadé qu'il était possédé par quelque chose, il trouvait ça horrible que des gens en fait profitent de son histoire de possession pour le faire passer comme quelqu'un de violent avec ses parents. Bref, lui, il a vraiment très mal vécu la médiatisation de son histoire. Pour vous évaluer l'échelle de popularité qu'avait pris Arnie, c'était aller jusqu'à ce que l'avocat reçoive des appels d'inconnus qui n'avaient qu'un seul but, faire passer des messages à Arnie bienveillants ou souvent très négatif et vraiment pas cool du tout. Il était tellement devenu connu que même des personnes se mettaient à s'arrêter pour lui dans Londres, où il s'était rendu de base juste pour aller rencontrer initialement des avocats. Arnie va demander aux prêtres qui avaient participé à l'exorcisme de son petit frère de témoigner et de raconter ce qu'ils avaient vécu lors de l'exorcisme, sauf que lui va se dédouaner totalement, il ne va pas vouloir être associé à ce meurtre, et cette réponse, vous l'aurez compris, elle ne va pas du tout plaire à Arnie. Il va plusieurs fois le menacer et va lui promettre qu'il l'assignerait en justice. 28 octobre 1981, Danbury. Le procès va débuter. L'avocat de Arnie va plaider la non-responsabilité par possession démoniaque. Il va la tenter, mais le juge, ça ne va pas du tout le convaincre. Cette excuse pour lui n'est pas valable du tout. Il va souligner qu'une telle défense est
impossible et inacceptable car elle n'était même pas prouvable scientifiquement parlant. 24 novembre 1981. Arnie Cheyenne Johnson va donc être condamné pour homicide involontaire au premier degré à une peine allant de 10 à 20 ans de prison. Il va en effectuer au total 5 et va finir par être libéré pour bonne conduite. À sa libération, il va retrouver sa femme, Debbie, et oui, elle avait attendu pendant plusieurs années, même s'il avait commis ce crime, car elle était persuadée qu'il était possédé, et bien quand il a tué Alan. Ed et Lorraine, eux, pour finir, vont complètement assumer leur travail, ils vont le défendre, ils vont pousser le truc loin, aller sur plusieurs plateaux et défendre cette histoire et dire qu'elle est bien réelle, ça a coupé pardon, et ils vont même dire devant tout le monde que six prêtres avaient affirmé la véracité des faits et que tout le monde devait les croire car ce qu'ils avaient vécu avec ce David et ce Arnie était bien réel et qu'il ne fallait pas du tout prendre cette histoire à la légère. Alors la question à se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire réellement confiance à Ed et Lorraine Warren? J'ai vu beaucoup de commentaires sous ma dernière vidéo des Warren que j'ai postée du coup avant elle, la première que j'ai pu faire sur la chaîne, sur cette thématique là des dossiers Conjuring. Beaucoup de personnes me disaient, les ils mentent, les Warren, ce sont des charlatans, des gens qui se font de l'argent littéralement sur des pauvres personnes victimes de potentielles réelles possessions démoniaques. Donc est-ce qu'on peut croire les témoignages de Ed et Lorraine? J'en ai pas la moindre idée. N'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Est-ce que vous pensez que le crime a réellement été commis par quelqu'un de possédé ou quelqu'un qui a juste dérivé mentalement et qui voulait peut-être se faire connaître par le monde entier? Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, ma caméra n'a presque plus de batterie, c'est un événement paranormal, rien à voir du tout, c'est dingue de faire ça. Merci beaucoup, on est déjà peut-être 40K, c'est dingue ce qui se passe en ce moment pour moi, pour vous aussi car c'est fou. Beaucoup de gens me suivent depuis maintenant très longtemps et ça fait très plaisir, merci encore à vous de me suivre, c'est tellement génial. J'espère que vous serez détendus ou peut-être endormis, c'est possible que des personnes ne voient jamais ça comme ils se sont entre temps endormis devant ma vidéo, ça arrivé sûrement beaucoup de fois. D'ailleurs si vous regardez mes vidéos pour vous endormir, commentez, il y en a beaucoup qui le font et c'est très marrant je trouve. Pas si fun mais j'aime bien l'info est top à prendre. A très vite pour de nouvelles histoires.